Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour Sophie Tessière. Sylvain Kahn, vous êtes historien et géographe, professeur agrégé à Sciences Po et spécialiste de la construction européenne. Comment expliquez-vous la victoire du Brexit au référendum organisé le 23 juin 2016 au Royaume-Uni? De quoi la victoire du Leave est-elle le nom? Ce qui est très très intéressant, pour répondre à votre question Sophie, c'est que la victoire du Leave fait apparaître une véritable fracture territoriale. On a beaucoup dit, et il faut le répéter, le dire ici, que quand on regarde les différentes nations qui composent le Royaume-Uni, le Leave l'emporte en Angleterre et au Pays de Galles, tandis que le In l'a emporté en Écosse et en Irlande du Nord. Et ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait important. L'Angleterre étant évidemment, on va dire, la nation du Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, le nom complet, c'est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc il y a 4 nations, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse. Et l'Angleterre, c'est à elle seule 40 millions d'habitants, c'est-à-dire l'écrasante majorité du peuple britannique. Bien. Donc on peut bien entendu expliquer que l'Angleterre a très majoritairement voté pour le Leave. Comment expliquer ça? Alors on peut dire, bien sûr, il y a cet attachement, cette culture politique britannique très ancienne, qui vient de l'Angleterre, certains disent qu'il remonte au Moyen-Âge avec la fameuse Grande Charte du XIIIe siècle, la Magna Carta, une tradition politique nationale qui fait que d'abord il n'y a pas de constitution écrite et que par conséquent le Parlement est considéré, donc la représentation nationale est considérée vraiment comme la source de la légitimité au-dessus de tout. Et depuis que le Royaume-Uni est rentré dans l'UE en 1973, enfin à l'époque la CEE, il y a effectivement des discussions et des débats politiques au sein du peuple britannique, au sein du corps électoral, pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette Union européenne à laquelle on a adhéré, dont les lois s'imposent à notre Parlement. Bon. Donc on peut dire comme ça qu'il y a une tradition qu'on peut appeler souverainiste, mais qui n'est pas souverainiste au sens de nationaliste, qui est plutôt souverainiste au sens de l'importance accordée dans la culture politique britannique et anglaise en particulier à la souveraineté du Parlement britannique. Bon, ça c'est un élément qui peut expliquer que l'Angleterre a majoritairement voté pour le Leave. Il y a des éléments d'explication qui ont été apportés par certains de mes collègues spécialistes de civilisation britannique, je pense à Pauline Schnapper par exemple, qui est professeur à Paris 3, qui a mis en avant le fait qu'il y aurait peut-être un effet indirect de la dévolution. Alors la dévolution, qu'est-ce que c'est? C'est du temps de Tony Blair, qui a été Premier ministre de 1997 à 2007, mandat prolongé par Gordon Brown, qui était son ancien ministre de l'économie jusqu'en 2010, avant que David Cameron et les conservateurs ne prennent le pouvoir de 2010 à aujourd'hui. La dévolution a consisté à donner plus d'autonomie ou plus de compétences aux autres nations, aux autres parlements qu'on appellerait en France régionaux. Le Parlement écossais, le Parlement gallois, le Parlement de l'Ulster, c'est-à-dire de l'Irlande du Nord. Mais on n'a pas créé de Parlement anglais. Le Parlement de Westminster, c'est le Parlement britannique. Et donc il se pourrait, explique Pauline Schnapper et d'autres, que les Anglais se soient dit c'est sympa de donner du pouvoir au Parlement écossais, au Parlement gallois, au Parlement d'Ulster, mais nous, du coup, en tant qu'Anglais, où est-ce qu'on a notre mot à dire? Il y aurait donc un effet indirect de ce processus qu'on a appelé de dévolution. C'est une intuition, je ne crois pas que ça a été documenté par des enquêtes, mais en tout cas, ça me paraît très très intéressant. Mais il y a un deuxième grand ordre de facteurs explicatifs. Et là, il faut regarder les cartes. Et là, on voit clairement une fracture territoriale. Pour schématiser, si on prend l'Angleterre, c'est Londres et le bassin de Londres, et plus généralement le sud-est, c'est-à-dire l'Angleterre riche, l'Angleterre bourgeoise, l'Angleterre ouverte sur le monde, l'Angleterre qui est cette Angleterre qui est une capitale mondiale, une de ces 3 global cities qui a été décrite par Saskia Sassen, qui a voté massivement, majoritairement pour le Leave. Le reste de l'Angleterre, c'est-à-dire les villes moyennes, c'est-à-dire les anciennes régions industrielles et minières, c'est-à-dire les campagnes qui ne sont pas les campagnes richissimes des grands domaines, des grands fermiers. Bref, l'Angleterre qu'on pourrait dire des invisibles, des petites gens, de la petite bourgeoisie, des anciens ouvriers, des gens qui sont au chômage. Toute cette Angleterre que lorsqu'on est en France ou en Allemagne ou en Espagne,
on a tendance à oublier qu'elle existe. D'accord ? Parce qu'évidemment, de là où on est, nous, on voit surtout Londres, le Grand Londres, cette espèce d'immense poumon économique qui attire des expatriés de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Lituanie, de Pologne. Eh bien, toute cette Angleterre qui n'est pas le Grand Londres et le Sud-Est a majoritairement voté pour le Leave. Et ça, peu de politistes, peu de géopolitistes, sauf quelques spécialistes britanniques de la carte anglaise du vote, l'ont vu venir. Et puis enfin, il y a une deuxième fracture, et celle-là, on ne s'y attendait pas, et même mes collègues spécialistes du Royaume-Uni qui sont universitaires britanniques ne l'ont pas vraiment vu venir, c'est la xénophobie. Pendant ces 4 mois de campagne, c'est comme si les élites politiques qui soutenaient le Brexit, qui soutenaient le Leave, alors là il faut bien entendu penser à Nigel Farage, qui est le grand leader d'un parti qui s'appelle le UKIP, United Kingdom Independence Party, qui depuis 15 ans, avec constance, appelle à une sortie du Royaume-Uni de l'UE, qui a fini par envoyer 25 députés au Parlement européen lors des dernières élections en 2014, mais aussi la moitié du Parti conservateur, le parti de David Cameron, avec notamment une figure, Boris Johnson, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de la nouvelle première ministre, Theresa May. Donc il y a eu comme ça une espèce de coalition des pro-Leave allant de l'extrême droite, avec Nigel Farage et UKIP, à la moitié du Parti conservateur, s'alliant également avec la gauche du Parti travailliste, eh bien, d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas forcément, ces différents soutiens du Leave ont en fait défendu le Leave au motif de la xénophobie, au motif de, en raison de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, il y a trop d'étrangers. Il y a trop d'étrangers, pas tant ou pas seulement des étrangers extra-communautaires. Après tout, dans le cadre du Commonwealth, il y a des Pakistanais, c'est normal. Même s'il faut se méfier des musulmans parce que maintenant ils posent des bombes, disent-ils. Mais il y a trop de Polonais, il y a trop de Lituaniens, il y a trop d'Européens. Nous ne contrôlons plus nos frontières, il y a trop d'étrangers. Pour la tradition travailliste, il y a trop d'étrangers, ils prennent notre travail. Pour la tradition qu'on pourrait appeler conservatrice de droite ou de droite extrême, cela remettrait en cause la britanitude. Et ça a été la grande surprise. Et toutes les enquêtes journalistiques montrent que depuis la victoire du Leave le 23 juin 2016, le nombre d'agressions xénophobes a augmenté de 100%. Alors certes, ce n'est pas énorme en chiffre absolu, mais on sent qu'une parole s'est libérée, qu'un surmoi s'est exprimé, et que ce à quoi on ne s'attendait pas, parce que nous, évidemment, en France et dans l'Europe continentale, on mythifie ce Royaume-Uni qui a été la seule démocratie à ne pas basculer dans le fascisme dans l'entre-deux-guerres, qui a été la seule démocratie à résister à l'invasion militaire de l'Allemagne nazie, dont on a pu dire que Churchill avait sauvé l'honneur de tous les Européens. On est donc très très surpris de cela. Mais voilà donc les 3 facteurs. Il y a des nations périphériques qui voulaient rentrer dans l'UE ou rester dans l'UE et qui du coup se trouvent en porte-à-faux avec le noyau britannique central. Il y a une fracture territoriale qui oppose très clairement ceux qui bénéficient de la mondialisation et qui se sentent à l'aise dedans, et tous ceux qui, à tort ou à raison, se sentent relégués par elle, perdants de la mondialisation. Il y a enfin, et ça recoupe partiellement ce deuxième facteur, tous ceux qui pensent qu'il y a trop d'étrangers au Royaume-Uni et qui sont mus aujourd'hui par un réflexe xénophobe. Voilà les enseignements qu'on peut tirer du Brexit, et voilà les raisons pour lesquelles on peut dire que le Brexit, finalement, est le nom de ce mouvement populiste xénophobe qu'on voit à des degrés divers dans tous les pays de l'Union européenne et qui maintenant se trouve, on va dire, légitimé dans son expression dans à peu près tous les pays. Sylvain Kahn, merci beaucoup. Merci à vous.